On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Si vous avez écouté l'épisode précédent, dans lequel Oyana nous raconte son histoire, vous devez vous souvenir qu'elle nous parle beaucoup de sa sœur jumelle, avec laquelle elle a vécu certaines de ses expériences. Eh bien, dans cet épisode, c'est elle qui me raconte son histoire. Elle s'appelle Amaya, et vous allez l'entendre, elle aussi a vécu beaucoup d'événements qu'elle n'arrive toujours pas à expliquer. Cette histoire s'intitule Lumière, tableau et bruit de pas. Je viens d'une famille franco-chilienne, enfin ma mère est chilienne, mon papa est vraiment très franco-français, très blanc. Et au Chili, ce qui est intéressant, c'est que la culture fantôme, paranormale, elle est un peu différente de l'Europe. Je l'associerais pas mal à la culture en Asie, où globalement, en fait les fantômes ça existe, on appelle les esprits pour qu'ils nous aident, et c'est pas un sujet, c'est pas très intéressant, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui est obsessionnel ou intéressant pour eux, c'est juste, oui, il y a des fantômes. Moi, je croyais pas vraiment aux fantômes. Par contre, je croyais beaucoup à Dieu. Je suis croyante. Maintenant, je suis croyante de manière très. Je vais pas vraiment à l'église, mais je reste croyante. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus croyante quand j'étais petite. J'allais au catéchisme, etc. Et donc, quand je perdais quelque chose, je demandais à Dieu. Donc, je demandais à Dieu à ce qu'il m'aide. Et ce que je faisais, c'est que je m'asseyais en tailleur, dans ma chambre, ou à l'endroit où j'étais à ce moment-là quand je demandais. Et je visualisais l'objet que j'avais perdu. Et puis, j'attendais qu'il y ait une réponse qui m'arrive. Donc, par exemple, la dernière fois que j'avais fait ça, ma mère m'avait offert un tout petit croissant de lune vraiment minuscule en collier, et je l'avais perdu, et j'étais incapable de me rappeler quand est-ce que je l'avais perdu, où je l'avais perdu, mais en fait je m'étais rendu compte à un moment donné que je l'avais plus autour du cou, et j'avais encore le collier, il manquait juste le croissant de lune, et j'étais un peu désespérée parce que c'était un cadeau, et donc j'avais fait ça, j'avais demandé à ce qu'on le retrouve, et donc je pensais très fort à mon collier, et en fait la réponse. Et c'était trop bizarre parce que la réponse était vraiment une image d'un coin dans ma chambre. Donc c'était une très grande chambre où on dormait à plusieurs avec mes frères et sœurs. Il y avait d'un côté les lits, il y avait une salle de bain d'un autre côté, et vers la fenêtre, il y avait un bureau qui était collé contre un radiateur. Et la chambre, il y avait une moquette partout. Et en fait, la vision, c'était contre ce bureau, sous la moquette, là est le bijou. Donc je me suis levée immédiatement, je suis allée fouiller, j'ai soulevé la moquette parce que c'était une moquette qui était sur le sol, donc j'ai vraiment soulevé la moquette, je l'ai un peu décollée du mur en fait, et mon petit bijou était là. Ce qui est dingue, c'est que j'allais pas à ce bureau, c'était le bureau de mon grand frère, c'était pas le bureau où moi je m'asseyais pour faire mes trucs d'enfant. Je savais même pas que la moquette pouvait se décoller, et en fait, à moins que mon bijou ait volé dans la pièce et soit tombé contre le mur et glissé contre la moquette, il y avait aucun moyen que ce soit trouvé là. Donc c'est vraiment un grand mystère de ma vie, mais j'étais trop contente de l'avoir retrouvé. Quand on avait 12, 13, 14 ans, alors je suis très nulle en tête. Donc, avec ma jumelle, on était au Chili avec ma mère, donc on est souvent allé au Chili quand on était adolescente, vivre là-bas, on allait même à l'école là-bas. Et on faisait un voyage vers le Pérou, donc c'était 48 heures de bus aller. Et sur le trajet aller, on s'arrêtait souvent dans des grands centres pour boire, aller aux toilettes, acheter des choses. Et donc on était arrêté dans un centre commercial qui est un peu l'équivalent de ici en France que serait une station essence sur la route. C'était ça, mais c'est un giga centre commercial.
On s'était arrêté, on était aux toilettes avec ma jumelle et quand on est sorti, on a vu ma mère qui parlait avec une super vieille dame. Vraiment le cliché de la maman péruvienne avec vraiment l'attirail classique qu'on voit sur les photos, son petit chapeau, le teint hyper buriné, était très très vieille. Et donc on la voyait qui parlait avec notre mère et en fait nous on s'est pas trop posé de questions, on s'est dit voilà, elle sociabilise avec des gens du coin. Et en fait, quand on s'est rapproché de notre mère, donc la dame est partie au moment où on se rapprochait de notre mère, et notre mère, c'est un peu une très forte personnalité, elle n'est pas vraiment impressionnable, mais là, pour le coup, elle avait l'air perturbée. Enfin, en tout cas, c'est ça que moi j'avais vu en tant que jeune ado. Elle avait pas une tête normale, elle était un peu perturbée, et elle nous a dit, en fait, cette dame-là, elle vient de me parler de votre père. Elle nous dit ça et on dit qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'elle connaisse papa. Elle dit elle m'a parlé de l'homme blanc et en fait l'homme blanc c'est le nom que ma mère donne à notre père qui est effectivement très blanc de peau, il a la peau très laiteuse alors que ma mère est super bronzée. Et c'est pas un terme super connu, c'est pas un terme habituel non plus pour parler des Français ou des étrangers. Homme blanc c'est un peu elle sa manière d'en parler. Donc la dame a référencé son homme blanc et elle disait à ma mère, donc elle nous a pas tout raconté, mais elle disait à ma mère en gros qu'elle était chamane et qu'il fallait qu'elle abandonne sa vie pour devenir chamane. Et donc elle a dit en fait là je suis avec mes filles en vacances. Donc globalement ma mère a dit non merci, mais comment vous savez que déjà que j'ai une famille et que j'ai un mari. Après on peut se dire peut-être qu'elle nous avait croisé la vieille dame et qu'elle est très maligne et qu'elle s'est dit elles ont la peau plutôt claire ces filles parce qu'on n'est pas non plus très bronzés nous. Mais c'est un peu surprenant parce qu'au Chili, dans le sud du Chili, on a une ethnie qui est très très blanche de peau, qui a des yeux bleus, une ethnie qui est très très européanisée. Et effectivement, dans le nord du Chili, on est beaucoup plus basané, mais c'est pas choquant au Chili de voir des gens qui sont plutôt blancs de peau ou qui sont pas très bronzés parce qu'il y a les Chiliens du sud, il y a beaucoup d'Argentins qui viennent en vacances au Chili, donc c'est pas non plus comme si c'était quelque chose de rare. Moi, je croisais beaucoup de gens qui avaient la peau comme moi quand j'étais au Chili. Donc, trop bizarre qu'elle ait dit ça à notre mère et on en a jamais reparlé parce qu'en fait, elle est très secrète. Elle fait ses trucs de sorcière, mais elle ne parle jamais de rien. Quand elle croise des corbeaux, elle les fait fuir. Vraiment, elle est trop bizarre. Apparemment, au Chili, on considère que la malchance vient par les oiseaux qui viennent de la droite, je crois. Et les corbeaux, ils viennent de n'importe quel sens. La droite, la gauche, devant, derrière, ils portent malchance tout le temps. Donc elle les fait fuir parce qu'ils portent malchance. En tout cas, ils apportent un mauvais message. Voilà, moi j'adore les corbeaux, donc je les fais pas fuir. Mais on n'en a jamais reparlé et j'ai jamais réussi à les tirer les verres du nez. Elle aime pas du tout se confier. Après, elle a eu une vie très compliquée, donc elle est beaucoup sur la réserve. Elle fait des trucs étranges, mais elle en parle pas. Mais on se dit qu'elle a peut-être une sensibilité, parce que quand même, elle nous parlait de fantômes quand on était petite. Mais en fait, quand on a grandi, elle a arrêté de nous en parler. Globalement, on a une maman un peu bizarre, qui fait des choses un peu bizarres, mais on sait pas trop ce qui se passe. Nous, on a grandi, au moins je sais que c'est partagé avec ma jumelle, avec des expériences un peu étranges, où on se dit, bon. Et du coup, je peux peut-être parler de ce qui s'est passé après. Donc quand j'étais étudiante, en dernière année de mes études, j'habitais à Cachan, en région parisienne. J'étais chez l'habitante, donc chez une dame qui s'appelle Odile, qui était une vague amie de mes parents. Et donc Odile m'avait accueillie chez elle, elle avait une jolie petite maison à Cachan, et elle m'avait confié une chambre qui était la chambre de son fils avant, et elle habitait à l'étage de la maison. Et on partageait le salon, la cuisine, etc. Et donc on a cohabité comme ça pendant 5-6 mois, on vivait toutes les deux. Et puis elle est partie 3 semaines en vacances, donc pendant 3 semaines j'ai eu la maison pour moi toute seule. Et en fait quand elle est partie, je me suis sentie super mal dans la maison progressivement. J'ai une capacité quand je me sens pas bien à me dire arrête de te faire des films et à me forcer à rester à des endroits où je me sens pas bien. Vraiment, j'ai envie de rester là, tant pis pour les sensations que j'ai. Les moments où c'est devenu vraiment bizarre et aujourd'hui j'ai aucune explication à ça, si ce n'est une suite assez incroyable de coïncidences, c'est que j'ai été réveillée 3 nuits de suite à 3h du matin. À quelques minutes près, c'était toujours 3h du matin, par des événements un peu bizarres. Je sais pas si ça aurait continué, parce que la 3e nuit, je suis partie. Et je suis allée dormir chez mon copain jusqu'à ce que Odile rentre chez elle. Le premier soir, donc je dormais et j'ai été réveillée par la lumière qui s'est allumée d'un coup à 3h du matin. Donc c'est vraiment le plafond de la chambre qui s'est allumé tout seul à 3h du matin. Et donc ça m'a réveillée d'un coup, vraiment le côté j'ouvre les yeux et je suis immédiatement réveillée. J'ai pas entendu de bruit, c'est la lumière, le flot de lumière qui m'a réveillée d'un coup. Et j'ai pas compris ce qui se passait et je me suis dit est-ce qu'Odile est là, elle a allumé la lumière? En fait non, j'étais toute seule.
Je sais que je m'étais pas couchée avec la lumière allumée parce que j'ai ma petite routine du soir, j'avais bouquiné mon livre, j'avais fermé le plafonnier et allumé une petite lampe de chevet pour lire. Donc j'avais fermé la lampe de chevet quand je m'étais couchée. Donc vraiment, je me rappelais très bien de m'être couchée. Et donc il y avait pas le côté quand on s'endort, la lumière est allumée, qu'on se réveille, qu'on est là, oh la lumière est allumée, j'ai oublié de la... Enfin là c'est la lumière qui s'allume qui m'a réveillée. Et donc il était 3h du matin, 3h04, 3h03. Et donc ça m'a un peu choquée. Enfin, pour le coup, on se dit juste c'est une lumière qui s'allume, c'est un faux contact, mais j'étais vraiment choquée. Et je suis restée un peu dans mon lit, mais presque tremblante en plus. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais couper la lumière et je suis allée me recoucher. Et voilà, et je me suis recouchée, et le lendemain, je suis allée travailler. Et j'y ai pas pensé. Enfin, j'ai mis ça de côté, et je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est la vie. Le lendemain soir, donc je me couche, je ferme bien la lumière, je me dis, toi, tu t'allumes pas ce soir. et je me mets au lit. Et à 3h du matin, pareil, 3h du matin, je suis réveillée par un énorme bruit. Donc ma chambre, c'était un rectangle. D'un côté, il y a une fenêtre qui donne sur la rue. De l'autre, il y a mon lit qui est contre le mur face à la fenêtre. Et le lit était au milieu de la pièce, donc il ne touchait pas les rebords. À gauche, il y avait mes vêtements et à droite, il y avait un énorme tableau. Un énorme tableau qui avait été peint par quelqu'un de sa famille. Mais il faisait presque la taille d'une petite armoire. Et il était énorme. C'était taille grosse télévision d'aujourd'hui. Très, très grand. J'ai été réveillée parce que le tableau s'est effondré au sol. Quand je me suis réveillée, que j'ai allumé la lumière et que j'ai vu que c'était le tableau à côté de moi, je me suis dit mais comment c'est possible, ce truc-là, ça fait genre 20 ans qu'il est au mur. Mon lit touche pas du tout le tableau, donc c'est pas comme si j'avais donné un coup de pied dans le tableau pendant la nuit. Et là, pour le coup, alors déjà j'ai eu peur parce que le bruit était vraiment, c'était vraiment un gros bruit de chute. Et en plus, il s'était cassé, donc j'avais le côté culpabilité de c'est un tableau important parce que c'est de famille pour Odile et elle va croire que je l'ai fait tomber alors qu'il est tombé tout seul. Donc j'étais pas bien, j'avais un peu le cœur qui palpitait parce que le bruit m'avait fait vraiment peur. Et en plus il y avait une atmosphère, je sais pas si c'est parce que j'avais peur de m'être réveillée comme ça, mais il y avait vraiment une atmosphère hyper pesante. Un peu comme quand on va un peu s'évanouir, enfin pas s'évanouir mais un peu quand on va faire une chute de tension parce qu'on s'est levé trop vite. Et donc je me suis dit, bon le tableau je ne touche pas, je vais le laisser comme ça et j'ai essayé de me rendormir. Donc je me suis mise sous la couette quand même parce que j'avais un peu peur. Pour le coup là je me suis pas rendormie comme un gros bébé parce que j'étais pas très bien. Et donc le lendemain, j'ai inspecté le tableau. Effectivement, il était en plus vraiment abîmé, donc j'étais pas très bien. Et le clou était toujours au mur, donc c'est pas comme si le clou était effondré. Le clou était toujours au mur, le tableau était tombé, je sais pas comment. Donc le tableau est vraiment tombé tout seul. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Sur le coup, quand il est tombé en pleine nuit, je me suis dit mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en veut ? Et le lendemain matin, une fois que j'avais dormi, je me suis dit bon bah, je sais pas trop, mais un courant d'air, pas du tout. Comme si j'avais une fenêtre ouverte. Un courant d'air, c'était son heure, voilà, il fallait qu'il tombe. Voilà, j'avais un peu rationalisé le matin. Et le lendemain soir, donc je vais me recoucher. Pour le coup, j'étais prête à dormir, j'étais pas trop inquiète. Je me suis dit, voilà, c'est passé. Je me couche, je m'endors, je fais un super dodo. Et à 3h du matin, je suis réveillée par des bruits de pas. Pour le coup, j'ai pas été réveillée autant brusquement que quand la lumière s'allumait ou quand le tableau est tombé. C'était plutôt progressif. Et puis j'ai fini par ouvrir les yeux et je pensais que c'était mon rêve, mais c'était pas un rêve. Donc là, pour le coup, j'étais bien réveillée. Et j'entendais des bruits de pas, mais parfois on dit oui, c'est des belettes, c'est des chouettes, c'est des rats. C'était pas des bruits d'animaux, c'était vraiment les pas de quelqu'un qui tourne un peu en rond dans la pièce au-dessus, qui s'arrête, qui redémarre. C'était vraiment des bruits de pas comme je peux les entendre quand je suis chez mes parents et qu'il y a quelqu'un à l'étage. C'était des vrais bruits de pas lourds de quelqu'un. Presque introspectif, une petite démarche du type je gère dans ma pièce. Donc je me suis dit, comme j'ai été réveillée et que j'étais un peu dans le coltard, je me suis dit ah c'est Odile. Et en fait quelques secondes après je me suis dit bah non, Odile elle est à l'autre bout de la France, elle est pas du tout là. Et donc je me suis dit mais qui ça peut être ? Je me suis levée, je suis allée voir, ma fenêtre a été fermée, j'ai ouvert lentement la porte de ma chambre parce qu'en fait la porte de ma chambre donnait sur l'entrée de la maison et l'entrée de la maison était fermée et je voyais le salon et il y avait rien qui était ouvert, donc je me dis ok c'est bon, c'est pas un voleur. Donc je suis retournée me coucher et j'écoutais et j'entendais toujours les bruits de pas. Et je voulais vraiment pas monter à l'étage. Donc l'étage, c'était un énorme... c'était en fait un ancien grenier qu'elle avait rénové de manière trop belle. Et c'était sa chambre, sa salle de bain, son bureau, c'était tout. Et donc j'écoutais les bruits de pas et je me disais, ok, non mais qu'est-ce que ça peut être ? Et pour moi, c'était pas un fantôme. C'était impossible que ce soit des fantômes parce que les fantômes, déjà, ça n'existe pas et ça ne marche pas. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être ? Et j'ai eu une idée de génie. Je me suis dit, ah mais oui, c'est ça, c'est évident. Je me suis dit, il y a des maisons à côté, peut-être que les planchers ils sont connectés, c'est des vieux planchers. Et du coup, les gens dans leur maison, ils marchent et par connexion, notre plancher là-haut, ça grince. Et j'étais là, mais c'est bien sûr, Eureka.
trop intelligent comme solution. Et donc je me suis endormie, je me suis réveillée. Le lendemain, je vais au travail. Mais trop drôle, comme dans un film. Je me retourne vers la maison en regardant la maison, en me disant allez, à ce soir, petite maison. Et là, je me rends compte que c'est une maison qui n'est pas du tout mitoyenne, elle est vraiment plantée dans son jardin. Il y a le jardin tout autour, il n'y a rien qui communique, il n'y a aucune maison qui communique nulle part. Et en plus, je le savais, je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça la veille. Et j'étais là, mais c'était quoi? Et en fait, donc je suis allée travailler. Vraiment pendant tout, mes 50 minutes de trajet en voiture pour aller au boulot, j'étais là, mais qu'est-ce que c'était? C'est horrible. Et j'étais pas bien. Et en fait, le soir, je suis revenue rapidement après le travail. J'ai pris mes affaires et je suis allée chez mon copain. Je suis pas revenue dans l'appart avant que Odile soit rentrée. J'étais un peu traumatisée pour le coup. Mon copain, je lui raconte tout pour le coup. Pas comme ma mère. Donc j'en ai parlé à mon copain et il m'a dit c'est un peu bizarre. T'es sûr que c'est pas des fantômes? Je dis mais non mais ça existe pas les fantômes, c'est pas possible. Je sais pas ce que c'était. Et donc 3 petites semaines sont passées, 3 semaines amputés de 3 jours et j'avais un peu oublié ma peur et oublié mon mal-être sur ces 3 nuits-là. Et je suis revenue quand Odile est rentrée et je lui ai pas raconté. Donc elle avait une 60aine d'années, elle était psychothérapeute, très intellectuelle elle aussi, et je sentais pas qu'elle avait un terrain fertile à raconter des choses. Donc j'étais pas trop à l'aise de lui raconter. J'ai invité ma jumelle chez moi, dans mon appartement chez Odile, dans les dernières semaines avant mon départ. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Donc on était en pleine journée. Je lui ai raconté que y avait eu cet enchaînement de lumière, tableau et bruit de pas et que j'arrivais pas à expliquer, que ça m'avait fait vraiment peur. Et en fait, au moment où je parlais de la lumière s'est mise à grésiller. Et en fait, on la regarde et on était mais c'est pas possible. Et vraiment, sur les 7-8 mois que j'ai passé chez Odile, il y a eu que 2 problèmes, c'est la nuit où elle s'est allumée toute seule et quand j'en parlais avec ma sœur. Elle a jamais grésillé, sinon elle a jamais eu de problème. Et donc on gardait comme ça et en fait on a changé de sujet après. On s'est dit c'est pas grave, on va faire autre chose. On s'est vraiment dit c'est pas le bon sujet à aborder dans la maison, donc pas très agréable. Et ce qui m'a vraiment fait un petit choc et en même temps j'ai trouvé ça hyper rigolo, c'est que peut-être le dernier jour ou l'avant-dernier jour avant que je parte, Odile m'a montré un peu son placard, elle était en train de ranger et elle m'avait montré un placard qu'elle avait dans son espace de vie, où il y avait plein de caisses de carton avec énormément de choses, des petits fossiles, des petits bols, des petites anciennes pipes, etc. Plein de choses comme ça, et des carnets avec des super beaux dessins. Et elle me disait, tout ça c'est le travail d'une vie de mon papa, c'était un éminent anthropologue, toutes ses recherches sont là, toute sa vie. Et j'étais là, mais est-ce que c'était son papa qui était dans la maison quand j'étais là et qui voulait pas que je sois là parce qu'il n'y avait pas sa fille? Je ne saurais pas, je ne saurais jamais. Mais je me suis dit, c'est marrant quand même que j'entende les bruits de pas d'un homme dans la pièce où il y a l'œuvre d'une vie. Et en même temps, je me dis, c'est complètement débile, parce que les fantômes n'existent pas. Mais si ça existait, c'est forcément son papa qui voulait pas que je sois là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et juste après, je suis partie aux États-Unis. Donc, alors là, il s'est rien passé. Enfin, il s'est passé des choses, mais il s'est rien passé de surnaturel. Et donc ça a duré quelques années. Et après, quand je suis rentrée en France, pour le coup, il s'est repasser des choses pour lesquelles j'ai pas d'explication. Et en fait, quand j'en parle avec mes proches ou avec mon conjoint, on en parle comme quelque chose qui a vraiment un lien avec des choses pas explicables ou du surnaturel. Et en même temps, si je devais dire 100% sûr que c'est des fantômes, je pourrais pas le dire parce que j'en sais rien du tout. Donc moi, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil. Ma jumelle en fait beaucoup. Elle en fait moins maintenant, mais elle en a toujours fait beaucoup. Moi, j'en ai jamais fait, et les seules fois où je me suis réveillée en étant paralysée, j'avais pas de vision. Alors déjà parce que je n'ouvrais pas les yeux, parce que je voulais pas ouvrir les yeux, mais surtout parce que en fait j'étais oppressée, j'avais du mal à respirer, j'étais vraiment emprisonnée sous ma couette. Et en même temps, je me disais non mais je suis réveillée, ça va passer, donc je rationalisais beaucoup, je gardais mes yeux fermés, et même quand je sentais des choses très angoissantes, parce que c'est angoissant d'être paralysée, je disais non, en fait non, et en fait je finissais par me libérer. Donc j'ai jamais fait de terreur nocturne, de paralysie du sommeil, j'ai fait quelques paralysies mais jamais comme ma jumelle. Par contre, ce que je fais beaucoup, c'est des visions quand je me réveille, soit en pleine nuit, soit même parfois le matin, mais c'est très souvent en pleine nuit et ça me réveille en pleine nuit. C'est pas tellement je me réveille et je vois quelque chose, c'est plutôt je me réveille parce que quelque chose me réveille et du coup je vois quelque chose et ça me fait peur. Je me suis jamais réveillée en hurlant quand j'étais enfant parce que je voyais quelque chose, et en tant qu'adulte, je me suis très souvent mise à hurler en pleine nuit parce que je voyais quelque chose qui me faisait peur. C'est souvent des personnes. Donc en fait, j'ouvre les yeux et je vois quelqu'un en face de moi, quelqu'un qui est vraiment au-dessus de moi, comme si c'était quelqu'un qui était penché sur le lit, mais pas penché, appuyé, vraiment penché au-dessus de moi.
Et c'est quelqu'un qui me regarde et qui a vraiment une expression neutre. C'est jamais quelqu'un qui me fait peur ou ça ressemble pas à des fantômes dans les films d'horreur, par exemple. C'est vraiment quelque chose, je dirais pas positif ou négatif, mais vraiment neutre, presque curieuse. C'est vraiment quelque chose où on voit les traits du visage, on voit les cheveux, on voit les vêtements, même si c'est pas quelque chose auquel on s'attache. On s'attache plus au visage qu'aux vêtements. Je vois surtout le haut du corps. Et c'est des gens qui sont, je sais pas si je pourrais dire blanchâtre ou beige, mais c'est comme une photo où on garde le blanc de la photo. Donc tout est blanc, c'est un peu comme si c'était de la fumée très compacte et très solide. Donc ça a l'air à la fois éthéré, mais vraiment réel. Enfin, ça pourrait être quelqu'un qui est très 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 pâle. Et en même temps, on sent que derrière, il y a pas c'est pas corporel derrière. Donc c'est vraiment une image. C'est pas comme si Jean-Michel se tenait à côté de moi. Je sens que c'est quelque chose qui n'est pas réel. Et donc, c'est des personnes qui me regardent et à chaque fois, ça me fait super peur. Vraiment, ça me fait hurler. Donc, je réveille mon copain en hurlant et au final, la personne disparaît. J'ai jamais su si c'était des visions qui sont créées par mon esprit. Parce qu'en fait, quand même, quand j'ouvre les yeux, je suis bien réveillée. Je suis pas dans le coltard, ça me réveille d'un coup de voir ça. J'en ai parlé une fois à ma jumelle récemment et je lui ai dit que que la dernière personne en date, je crois que c'était une jeune fille ou un jeune homme assez androgyne, mais en tout cas, c'était une personne très jeune, je sais pas, 12, 13, 15 ans, qui avait une coupe au bol et qui était blanche, voilà, personne blanche. Et ma jumelle me dit, mais c'est trop rigolo, j'ai vu cette personne-là aussi en me réveillant. Bon, du coup, c'est quelque chose de partagé. Et ça me fait très peur sur le coup et après, je me dis, ah, c'est rien, et je me rendors. Et sauf que mon copain à côté de moi, il est terrorisé. Et une fois où je lui ai vraiment fait peur, c'est là pour le coup, c'était pas quelqu'un qui me regardait, mais j'ai ouvert les yeux en pleine nuit et je voyais une main devant moi. Et c'était vraiment juste une main tendue vers moi qui bougeait même pas trop en fait, mais qui était dans un mouvement pour aller vers moi. Et je regardais cette main qui avait la même consistance que les visages d'habitude. Et j'étais vraiment perplexe. Je la regardais, je me disais mais c'est Com, donc le Com c'est le nom de mon conjoint. Est-ce que c'est la main de Com? Mais qu'est-ce qu'elle fait devant moi? Pourquoi est-ce que... Et en fait à ce moment-là, mon chéri m'a touché le bras pendant son sommeil. Et en fait, dans le mouvement qu'il a eu, je me suis rendu compte d'un coup que la main en face de moi, c'était pas lui parce que c'était impossible que ce soit sa main, vu la position qu'il avait. Et je me suis mise à hurler. Et vraiment, je suis sortie du lit. Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc il m'a consolée et après je me suis rendormie comme un bébé. Et il m'a dit j'ai pas dormi de la nuit parce que toute la nuit après, tu faisais des bruits horribles. En fait, quand je me réveille pas en hurlant, un autre truc qui terrorise mon copain, c'est que je fais des bruits, je marmonne, mais surtout je fais des bruits de bouche, mais vraiment du shaitan, genre des bruits de bouche, des petits marmonnements, et en fait, mon copain, ça le terrorise parce que déjà, il a l'impression que c'est pas moi quand je fais ça, et surtout, il me dit, ça arrive tout le temps. Après que je sois réveillée. Donc lui, il se réveille, il me dit, je me réveille, je me sens trop mal, il y a une ambiance hyper oppressante dans la chambre et en général, je suis sur le point de te réveiller pour essayer d'avoir de la compagnie et là, tu te mets à faire ces bruits-là. Et donc moi, ça me dérange pas parce que je dors, donc je me rends pas compte que je fais ça. Mais donc lui, il a vraiment, parfois, le matin, il a des cernes parce qu'en fait, il arrive pas à se rendormir. Voilà, donc le pauvre, soit je hurle et je lui dis qu'il y a... Et en fait, parfois, je décrit des visions que j'ai eues, que j'oublie après, et lui, il s'en rappelle encore, et il est là, mais c'était horrible ce que tu m'as dit, et il ose même pas me toucher parce qu'il se dit, ça se trouve, je sais pas ce qu'il se dit, mais il ose même pas me faire des câlins. Et ça, en fait, c'est depuis que je suis rentrée des États-Unis, depuis que je suis adulte, et ça m'arrive très régulièrement, et ça m'est jamais arrivé quand j'étais petite. Et donc, je rigole souvent en disant, oui, bon, c'est mes fantômes, mais en même temps, c'est pas très rigolo ni pour moi quand je me réveille en Irlande, ni pour mon copain. Mais j'arrive à beaucoup rationaliser en me disant, bon voilà, c'est mes visions, je dors bien après, donc ça ne m'impacte pas. En fait, avant de partir aux États-Unis, je me disais ça n'existe pas, je me fais des films, etc. Et en fait, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à avoir ces visions, au début, je me disais pareil, je me fais des films. Et en fait, c'est devenu tellement récurrent et c'était tellement réel, en fait. Et j'ai eu tellement l'occasion de l'expérimenter et de bien me rendre compte que j'étais réveillée, que je voyais quelque chose et que c'était pas dans le coltard, je vois des trucs comme on peut faire des semi-rêves éveillés. Que en fait, je me suis dit, en fait, là, je rêve pas, c'est impossible. Et c'est à partir de ces expériences-là, beaucoup plus singulières, que j'ai commencé à regarder ce qui s'est passé à Cachan, ce qui s'est passé quand j'étais petite, en me disant mais en fait peut-être que c'était pas si simple que ça et si rationnel que ça et peut-être qu'il y a juste pas d'explication parce que c'est pas normal et pas naturel comme événement. Donc ouais, il y a une évolution dans ma manière de considérer les choses. Indépendamment de ces visions nocturnes que j'aime pas trop, parfois, très très rarement, mais parfois je fais des rêves où je me réveille, je me dis tiens, ce rêve, il avait une signification. Et pour le coup, je suis pas du tout une fanat de interprétation des rêves, etc. Mais parfois, je me dis, mon esprit, mon subconscient veut me dire quelque chose, et je relie pas du tout ça à du paranormal. Je me dis juste, il y a quelque chose en moi qui
qui a digéré quelque chose et qui a besoin de faire passer un message à mon moi conscient. Et les rares fois où ça m'arrive, j'essaie de les déchiffrer pour essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que je dois prendre en compte dans ma vie, quel est le message, etc. Et un soir, c'était il y a quelques années, avec mon copain, j'étais dans le salon, il était très tard le soir, et je lui racontais un rêve que j'avais vu la nuit d'avant, en lui disant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un message qu'on me fait passer, enfin que je me fais passer du coup, qu'il y a un message qu'on me fait passer et que je dois comprendre quelque chose et que c'est un signe, mais je n'arrive pas vraiment à dépatouiller ça. Et en fait, je disais ça, et il y a un livre de la bibliothèque de notre salon dans lequel on était, il est sorti tout seul. Il est sorti tout seul de la bibliothèque et il est tombé. Il a vraiment fait ch'touk. Et moi, j'étais devant, donc je le voyais. Mon copain l'a pas vu, mais il a vu le livre tomber. Et donc on était là, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ? Et donc on est resté un peu vraiment sur le canapé, un peu prostré pendant 1 ou 2 minutes, vraiment à se dire mais c'était quoi ça, c'est trop bizarre, c'est pas normal qu'ils soient tombés comme ça. J'ai jamais vu de livre faire ça, je sais pas une chute normale. J'ai fait de la physique quand j'étais plus jeune, c'est pas physiquement c'est pas très possible, donc ça c'est trop bizarre. Et donc je me suis levée, on est allé voir le livre et c'était... Alors franchement, s'il y a des fantômes, ils ont un sens de l'humour incroyable. Parce que c'était le signal de Maxime Chatham. Et alors on parlait de signes, de messages, on était là, ok bon bah d'accord, il faut vraiment qu'on interprète le rêve. Mais en fait on est allé se coucher direct après parce qu'on était là, allez, on le remet dans la bibliothèque bien au fond, on n'en parle pas et on va se coucher. Et le dernier événement en date, on est allé en Italie avec des amis. On était une dizaine d'amis et on arrive dans cette énorme bâtisse. Vraiment, alors, on était 10, mais la bâtisse devait être faite pour presque 20 personnes. C'était très rococo, une très vieille maison italienne, style baroque. Et on est accueillis par la dame qui nous loue la maison. Alors c'était une wannabe chamane. Vraiment. Elle nous disait oui, là je vais à Essaouira faire un stage de chamanique. On était là, d'accord. Vraiment, zéro crédibilité. On s'est dit... pour le coup, ma tante va faire des stages chamaniques au Pérou. C'est pas du tout la même vibe. Et elle avait vraiment l'air de faire du chamanisme pour TikTok, quoi. Mais elle était très gentille, donc on la laisse partir. On rigolait un petit peu. Elle nous avait laissé du vin et en fait c'était du vinaigre. On était là, super, merci beaucoup. Et on rentre dans la maison, donc on s'installe, on pose nos affaires, on discute un petit peu, on va visiter la maison. On était polis, on s'est dit on va visiter ensemble toutes les chambres, toutes les pièces et comme ça on va se répartir les chambres en fonction des souhaits de chacun. Et donc on visite les chambres. Alors la maison avait vraiment une vibe, je dirais 2 sur 10 en termes de feng shui. En fait, elle était hyper belle, mais tout était malaisant. En fait, il y avait des énormes tableaux avec des personnes vraiment très sombres, avec les yeux noirs et qui regardaient les gens des tableaux. Enfin, qui a des tableaux comme ça chez soi, je sais pas. Mais c'était des tableaux horribles. Il y avait plein de petits bibelots anciens. Il y avait un espèce de valet en bois qui avait une tête. Il faisait peur. Il y avait un cheval, vraiment, il avait l'air maudit. Que des trucs horribles, pas très bonne vibe. Et en même temps, on était ensemble, on rigolait. Et pour le coup, le groupe n'est pas particulièrement intéressé par le paranormal. Donc, c'était pas comme si on s'était dit « Oh là là, la maison est hantée ». Et donc, on visite les chambres. Et toutes les chambres ont une sale vibe. Mais voilà, c'est pas grave. C'est un peu badant, mais bon, elles sont quand même belles, etc. Donc, on visite. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière chambre. Moi, j'ai pas pu rentrer dans la chambre. En fait, je me suis arrêtée sur l'entrée de la chambre. Et en fait, c'est un peu ce que je décris tout à l'heure quand je me suis réveillée dans le lit. Et j'ai eu vraiment les symptômes d'une chute de tension, tout de suite. Je commençais à voir un petit peu noir, la périphérie de ma vision est devenue noire. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, j'avais le corps un peu qui vibrait, mais très légèrement. Et en fait, j'ai eu des sueurs froides, donc je suis pas rentrée. Je me rappelle que j'ai dit non et j'y suis descendue. J'ai même pas voulu rester à l'étage, j'étais trop mal. Et pourtant, ça m'arrive pas, je suis pas particulièrement hypersensible. Mais là, j'étais trop mal. Et en fait, mon copain m'a suivie. Je lui ai pas dit que je m'étais sentie mal. Il m'a juste vu dire non et lui, il m'avait dit qu'il pensait que je jouais pas à la chambre et que c'était pas celle que je voulais. Et il descend, il me dit c'est trop bizarre, Amaya, parce que je suis rentrée dans la chambre et mes mains se sont mises à vibrer. Et j'étais là, donc toi aussi tu la trouves bizarre? Et t'es là, mais je me sentais trop mal, elle est horrible cette chambre. Et en fait, on a débriefé ensemble, tous ensemble, en disant quelle chambre on voulait. Et quand on m'a parlé de cette chambre, moi j'ai dit, je suis désolée, je me sens pas bien du tout dans cette chambre. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait 2 autres personnes, dont une fille qui s'était sentie hyper mal dans la chambre et qui n'était pas restée non plus. Donc en fait, moi, je pensais qu'il y avait que moi qui avait ressenti ça, et puis après que moi et mon copain. En fait, sur 10, on était 4 à s'être sentis, mais pas bien du tout. Donc au final, la chambre, elle est atterrie dans un couple qui avait rien ressenti de particulier et qui ont bien voulu se dévouer. Mais en fait, il y a eu un moment dans la discussion d'attribution des chambres où on s'est
on a sincèrement considéré le fait de ne pas l'attribuer et de se serrer dans d'autres chambres ensemble pour pas avoir la chambre. Donc c'était vraiment horrible. Et j'ai pas voulu rentrer dans la chambre pendant tout le séjour, même si après quelques jours j'ai senti que c'était un peu différent la vibe dans la chambre et je me sentais mieux, mais j'ai pas voulu rentrer. Et ce qui est trop rigolo, c'est que cette nuit-là, on a un ami qui dormait dans une chambre qui était assez chargée aussi. Elle n'était pas aussi chargée, mais vraiment on est rentrés, on était là, oh, c'est la chambre des fantômes. Et en fait lui il dormait là et il a jamais fait de paralysie du sommeil de sa vie et il nous a dit qu'il a fait sa première dans cette chambre-là. Et pour le coup il était pas du tout stressé. Et il a ouvert les yeux pendant la nuit, il était paralysé et il a vu un homme passer dans la chambre. Vraiment, d'une porte à l'autre de la chambre, il est passé comme ça. Pour le coup, il a eu peur, mais il nous a raconté que c'était un vieil homme très vieux. Quand il passait, il faisait vraiment des bruits de vieil homme en fin de course et qu'il n'était pas rassuré du tout. Et en fait, quand on a regardé les photos, donc c'était une chambre où il y avait plein de photos partout. Dans une des photos, on reconnaissait un peu l'homme qui nous avait décrit, enfin la manière dont il nous l'avait décrit. Je me rappelle plus si c'est qu'il avait une certaine coupe de cheveux, mais en tout cas on se disait mais c'est lui peut-être Giovanni, comme on l'avait appelé. Et en fait cette maison, après on a beaucoup rigolé là-dessus en disant oh là là, elle a plein de fantômes, mais en fait on prenait ça à la rigolade. J'ai une amie qui prenait le fauteuil, le cheval à bascule hanté et qui le mettait dans notre chambre pour nous faire peur. Et voilà, donc on en rigolait beaucoup. Enfin, moi, je rigolais pas trop, mais de manière générale, on en rigolait beaucoup. Mais n'empêche que c'était trop bizarre parce qu'on ouvrait les placards et il y avait des sacs, mais vraiment des énormes sacs de sel dans tous les placards. Je pense pas que ce soit une pratique habituelle de mettre du sel dans les placards. Enfin, moi, je connais le sel que pour repousser les esprits. Donc, on était là, super. Il y avait des pièces qui étaient condamnées auxquelles on n'avait pas accès, mais par exemple, il y avait une cave horrible, ambiance horrible. Et c'était une porte vitrée qui donnait sur la cave. Déjà, il y avait vraiment une espèce d'aura qui s'en émanait où personne ne voulait rentrer dedans. Et devant la porte vitrée de la cave, on voyait un fauteuil qui était vraiment posé devant la porte. Vraiment comme si le fauteuil regardait la porte de la cave. Et on était là, mais qui fait ça ? Enfin, c'est trop bizarre. Tout était bizarre dans la maison, avec que des choses atroces. Ce qui fait qu'il y a des pièces dans la maison dans lesquelles on n'allait pas. Il y avait différents salons, un salon d'été, machin. Il y avait des pièces où on n'y allait pas parce qu'en fait, on est rentré, on était là. C'est horrible, on part. Il y avait aussi des miroirs partout dans la maison qui se faisaient face et tout, enfin que des trucs mauvaise vibe. Et en fait, on s'est demandé, à un bout d'un moment, est-ce qu'elle veut pas invoquer des esprits en tant que wannabe chaman et elle fait tout et n'importe quoi dans sa maison ? C'est possible. Mais en tout cas, il y avait vraiment une ambiance hyper pesante qui n'était pas améliorée par le fait qu'il y avait la vieille mère grabataire de la propriétaire qui habitait dans une petite maison à côté et que parfois on la voyait passer dans le jardin très lentement et elle avait l'air un peu sénile. Et voilà, donc elle rajoutait vraiment au lore de la maison qui était notre maison hantée de vacances. La chambre où on était, elle était assez oppressante aussi, et la nuit, elle était beaucoup plus oppressante que le jour. Quand on se réveillait la nuit avec mon copain, on fermait les yeux, on voulait pas regarder les miroirs autour de nous parce qu'on voulait pas voir des choses. Moi, je me réveillais les yeux à moitié fermés, et en fait, je naviguais en touchant les murs, et je savais comment aller jusqu'aux toilettes qui étaient dans la chambre. Notre chambre, on avait de la chance parce qu'on avait une salle de bain qui était mitoyenne. Mais la salle de bain, en fait, elle avait des miroirs dans tous les sens, et quand on se voyait, quand je me regardais, je voyais 4 réflexions de moi-même, c'était horrible. Ça fait vraiment une autre dimension qui s'ouvre, donc c'était un peu angoissant. Donc on fermait les yeux et on disait non. Moi je dis beaucoup non dans ma tête parce que j'ai pas envie qu'on m'embête. Et pour le coup j'ai pas été réveillée par des fantômes pendant la nuit. J'ai pas eu de vision pendant tout le voyage. Et le dernier jour, avant qu'on parte, on nettoyait toute la maison. On a découvert une pièce secrète qui en fait était pas une pièce, c'était un appartement entier. C'était une aile de la maison secrète qu'on n'avait jamais vue parce qu'elle était connectée à un des salons qui faisait vraiment peur. Et donc c'était dans le noir, c'était pas très bonne vibe. Et sur un tableau, il y avait marqué Leave no trace. Et alors j'imagine que c'est pour les Airbnb en disant bien nettoyé, mais ça faisait vraiment trop peur. On était là, ok, on s'en va, on va laisser aucune trace. Donc c'était la maison hantée fun de notre histoire. Je comprends les gens qui n'y croient pas. D'ailleurs, dans ce groupe d'amis où on était en vacances, on racontait un peu ce qui s'était passé et on avait des amis qui étaient très dans l'écoute, très empathiques, mais qui disaient bon,
J'entends ce que tu dis, mais pour le coup, je pense qu'il y a d'autres explications. Et je comprends tout à fait ces points de vue-là. En plus, moi, je suis ingénieure, donc j'ai fait de la science et tout machin. Et en même temps, ce qui m'est arrivé, je vois pas quelle autre explication ça fait. Quand je dis ça, on dirait « oui, c'est les aliens ». Ça fait très bizarre de dire « oui, c'est forcément les fantômes ». Mais pour moi, il n'y a pas trop d'autres explications plus logiques que c'est peut-être des énergies, quelque chose qu'on appelle fantôme ou autre, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on voit classiquement dans la vie de tous les jours. Donc moi, ce que j'ai vécu dans les dernières années, je l'apparente vraiment à ça. Je me dis, quand j'étais petite, c'était peut-être pas juste le vent, parce qu'il n'y avait pas de vent qui faisait s'asseoir mon lit, c'était peut-être des choses qui s'assoyaient dessus. En fait, moi, quand les gens m'en parlent, je crois les gens qui m'en parlent, sauf si je trouve leur histoire un peu trop farfelue, ou qu'en tout cas, je suis pas convaincue de l'honnêteté de la personne en face de moi, mais généralement, quand on me parle d'expériences vécues, je les crois. Mais à côté de ça, je me dis, c'est pas possible que ça m'arrive. Et c'est pas possible que ce soit ça qui m'arrive à moi et qu'il y a forcément une autre explication. Et en même temps, je me dis, j'ai pas d'explication et en fait, ça m'a vraiment fait peur et je me suis posé des questions. Donc, je suis un peu dans un entre-deux. Je dirais pas, je suis cartésienne, j'y crois pas. Mais en même temps, je serais pas du type à aller dans un manoir hanté pour aller voir des fantômes. Je me dis que j'en verrai sans doute pas et que ça vaut pas le coup. Par contre, j'ai beaucoup de mal à croire les médiums, à la télé, à la radio. Ça, je prends avec un énorme grain de sel. Et même tous les gens qui font des vidéos sur YouTube, je me dis, c'est un peu le shock value, ça fait vendre, ça intéresse les gens. Et là, pour le coup, j'y crois jamais. Quasiment jamais. Je trouve toujours une explication à ce qu'ils voient dans leurs vidéos, etc. Mais par contre, les gens de la vie de tous les jours, eux, je les crois. Parce que moi, je vois ce que j'ai vécu et je me dis, je suis pas la seule. Donc forcément, si j'ai vécu quelque chose, c'est normal que d'autres gens vivent aussi des choses. Tout le monde n'a pas des histoires incroyables de lits qui bougent, fauteuils qui se soulèvent, qui sont hantés par des démons. Parfois, on vit des choses qui sont singulières, mais qui paraissent très anodines. Moi, mes histoires, elles sont super anodines. En fait, c'est rien de grandiloquent. Mais en fait, je pense que ça vaut quand même le coup de se dire, on se fait pas des films, on devient pas fou, on n'est pas idiot parce qu'on croit à ces choses-là, même quand on vit des petites choses. Et à mon avis, ça se manifeste souvent dans des petites choses. Je voulais témoigner pour montrer qu'on peut être touché par des choses différentes, même en étant quelqu'un de très très ordinaire, sans don, sans talent particulier. Moi, je pense que j'ai aucun talent. Je me dis que ma mère en a peut-être, mais moi, je pense que j'ai rien du tout et que ça peut arriver à tout le monde. Et moi, ça me rassure beaucoup de me dire ça parce que je me dis, si mes proches partent, peut-être que je pourrais imaginer que soit ils sont quelque part loin heureux, soit s'ils sont toujours là, ils veilleront sur nous et j'aurai un accès à eux d'une manière ou d'une autre. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.